Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance un peu partout dans le monde. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre soutien. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Nyenema Mamadou Koulibaly est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Babilas. Alors, comment se porte la justice ivoirienne? La justice ivoirienne se porte bien. Bien. Dans la mesure du possible et vu les circonstances dans lesquelles notre pays se trouve au sortir de la crise, progressivement nous allons vers l'établissement d'un fonctionnement régulier et stable de la justice. En tout cas, je vais vous dire quand même ce que les justiciables pensent de la justice ivoirienne. Ils estiment que cette justice est caractérisée par un supplément carcéral, de longues détentions préventives, la corruption des magistrats et j'en oublie. Alors, dans ces conditions, est-ce qu'on peut se dire que la justice se porte bien? Oui, on peut dire que la justice se porte bien parce que par rapport à chaque situation que vous avez évoquée, le gouvernement et le ministre de la Justice s'attellent à trouver des solutions. Pour le surpeuplement... Depuis toujours, vous êtes en train de chercher des solutions, mais on ne voit rien. En tout cas, pas grand-chose. Si, c'est peut-être vous qui ne le voyez pas, mais je pense que le commun des mortels aussi en Côte d'Ivoire constate que le gouvernement a pris une mesure de grâce pour permettre à près de 3000 personnes d'être en liberté. Mais ce que les gens oublient, c'est que ce sont eux-mêmes qui ne tolèrent pas que les personnes auxquelles ils reprochent des choses ne soient pas détenues. Naturellement, si pour des babioles, vous exigez que les gens soient en état de détention, il va se dire que la loi le permettant, les juges y accèdent. Conséquence, il y a une surpopulation carcérale pour des raisons qui ne sont pas toujours justifiées. Quand on arrive à gracier 3000 personnes, ça, on est en droit de se dire qu'il y en avait beaucoup qui étaient anormalement détenus. Non? Ah non, quand vous parlez de grâce, vous parlez de personnes déjà condamnées. Et donc, quand vous êtes condamné, ça veut dire que vous avez eu droit à assurer votre défense et que, nonobstant cela, les juges vous aient reconnu coupable des faits qui vous sont reprochés. La politique s'y mêle un peu parfois, non? Par rapport à la détention de certaines personnes, par rapport à l'interpellation de certaines personnes. On se dit souvent, est-ce que ces personnes sont vraiment reconnues coupables de quelque chose ou bien c'est des règlements de compte politiques? La justice n'est pas un instrument, donc l'on ne peut s'en servir comme on le souhaiterait. Je veux dire, l'exécutif ne peut pas utiliser la justice comme bon lui semble. Dans l'ordre normal des choses, c'est cela. Dans beaucoup de pays en voie de développement, il y a une confusion majeure au niveau des gouvernants entre la séparation des pouvoirs. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous pourrez certainement le savoir auprès de mes collègues du gouvernement, je m'évertue de montrer la frontière qui est entre l'exécutif auquel j'appartiens et le pouvoir judiciaire qui, lui, est confié à la Cour suprême. On constate quand même qu'il y a une effervescence au niveau de votre département ministériel. Après les greffiers, il y a quelque temps, c'est les gardes pénitentiaires qui se sont mis en grève. Ils ont bloqué les prisons. Ils ont réclamé un certain nombre de choses, notamment 1 million de francs CFA pour chacun. Ils en sont à peu près 200. Est-ce que vous allez céder à cela? Vous savez, cette effervescence est l'illustration de ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le département. C'est bien parce qu'ils espèrent pouvoir obtenir quelque chose qu'ils réclament. Mais est-ce qu'ils ont besoin de réclamer d'abord? Nous en avons fait pour d'autres que certains estiment qu'ils doivent réclamer. Donc vous avez fait deux poids, deux mesures, c'est ça? Non, le père satisfait ses enfants en fonction de ses possibilités. Donc les choses se font. Mais il faudrait que les enfants pleurnichent d'abord, c'est ça? Non, il y en a qui sont impatients, c'est de la nature humaine de ne pas pouvoir attendre leur tour. Mais par rapport à cette revendication de manière précise, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Il y a eu plusieurs chapitres dans leurs revendications. Ceux qui étaient de notre compétence, nous les avons satisfaits. Ils demandaient des attestations de formation, nous les leur avons données. Ils demandaient des tenues de travail, nous les leur avons concédées. Ils demandaient également des questions comme donc les baux, le paiement régulier de leurs baux. Nous en avons saisi les autorités compétentes qui ont prêté une oreille attentive. Monsieur le ministre, il y a une situation qui prévaut ici quand même, ou bien qui a prévalu ici en Côte d'Ivoire, qui a fait qu'on passe la justice ivoirienne de justice des vainqueurs. Les organisations des droits de l'homme reviennent toujours et estiment qu'il y a beaucoup d'amalgames où les choses ne se font pas ou ne se font pas assez. Le dernier rapport de la FIDH dit que la Côte d'Ivoire n'arrive toujours pas à choisir entre la justice impartiale et l'impunité. Nous restons droit dans nos chaussures parce que nous estimons que nous faisons ce que nous pouvons et que nous devons. Il faut dire quand même par rapport au fond. C'est parce qu'elles nous savent capables de le faire qu'elles en attendent. Mais sinon, vous le savez, M. Babilas, la Côte d'Ivoire n'est pas le seul État au monde où il y a eu des situations
Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus anciennes et dont personne ne se préoccupe. Vous en êtes sûr? Mais bien Après, sûr. moi, je connais beaucoup le cas de la Côte d'Ivoire et c'est de Oui, cela que parce les que c'est questions le cas de aujourd'hui. la Côte d'Ivoire qui vous intéresse, mais il y a le Soudan, il y a le Rwanda, c'était 94, tous les procès ne sont pas achevés. Dans bien d'autres États, tous les procès sont en cours. On n'en entend pas parler, peut-être parce qu'on fonde moins d'espoir. Je parlais du rapport et il y a quand même certains passages qui font froid au dos. Je cite, sur 150 personnes inculpées dans le cadre des enquêtes sur les violences commises entre 2010 et 2011, la FIDH rappelle que seules 2 d'entre elles appartiennent au camp pro-Ouattara. C'est encore la justice des vainqueurs? Non, c'est que la FIDH peut-être ne distingue pas dans cette procédure. Disons, dans ces procédures, il y a un amalgame. Il faut le dire, ce n'est pas la FIDH toute seule d'ailleurs qui le fait. Il y a un amalgame, c'est que les gens confondent la situation des atteintes à la sûreté de l'État, qui sont, elles, immédiatement consécutives à la non-acceptation des résultats de l'élection de 2010, dont les acteurs étaient en place, visibles, et qui ont fait l'objet d'une flagrance. Je vous l'ai déjà expliqué dans vos studios à Paris. Bien entendu. À côté de cela, il y a celles qui ont été incriminées dans les faits de violence et de violation des droits de l'homme après la crise. Parmi ces personnes-là, je dis aujourd'hui, si on compte bien, il n'y a que les auteurs qui seraient proches du camp Ouattara qui sont appréhendés, parce que les autres pro-Gbagbo, dites entre griffes, qui sont appréhendés, l'ont été pour d'autres chefs d'inculpation, notamment l'atteinte à la sûreté de l'État. Monsieur le ministre, je voudrais que vous répondiez de manière très sincère à une question en regardant cette caméra. En vous regardant droit dans les yeux, surtout. Monsieur le ministre, dites-moi, est-ce qu'il existe encore des prisonniers politiques? Il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Personne n'est appréhendé ni poursuivi pour des faits politiques. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on entend un peu partout. Mais vous savez, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Comme je dis toujours, face à un événement, chacun l'apprécie en fonction des intérêts de sa formation. Mais quand on libère quelqu'un suite à des négociations politiques... Je vous ai toujours dit que ces personnes n'ont jamais été libérées face à des négociations politiques. Je le réaffirme. Et vous avez entendu les politiciens donner des chiffres par moment qui n'ont jamais correspondu quand le ministre, à l'action, quand votre collègue Aoussou Kouadio dit que certains sont libérés avant les élections, c'est un peu comme si c'est lui qui décide ou bien c'est le pouvoir qui décide. Je pourrais dire que ça n'engage que la mission qui lui est confiée, pas sa personne. Sa mission, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire revienne à de meilleurs sentiments. Donc la réconciliation. Ça, c'est sa mission à lui. Mais moi, ma mission à moi, c'est d'établir la vérité juridique. Donc il n'y a pas de règlement de compte. Il peut y avoir des coïncidences. Il y en a souvent eu. Oui, mais les coïncidences, c'est ce qui fait la vie. Quand il y en a un peu trop. C'est que Dieu a souhaité qu'il y en ait un peu trop. On peut se dire qu'il y a une main invisible en dessous. Je peux vous rassurer, M. Babilas. Chaque fois que quelqu'un fait l'objet d'une arrestation en Côte d'Ivoire, j'ai les éléments de réponse judiciaire. Un dernier exemple, les femmes des détenus politiques, entre griffes, les détenus politiques qui ont voulu manifester la dernière fois, ils ont été arrêtés systématiquement, quand bien même on les a relâchés après. Est-ce qu'on est obligé de procéder toujours à des répressions? Mais M. Babilas, dans quel état l'on accepterait le désordre injustifié? Imaginez que les parents de ceux qui ont été tués ou qui sont présumés être tués par les époux de ces dames-là également demandaient à marcher. Depuis quand on peut estimer qu'une personne en détention préventive l'est excessivement et que cela donne droit à la marche? Je pense qu'il faut avoir un peu de respect pour la mémoire des personnes qui sont parties. Donc c'est ce qui justifie la répression, c'est ça? C'est le cafouillage. L'État de Côte d'Ivoire n'accepte pas le désordre. Nous préférons l'injustice au désordre. On va terminer cette émission par quelques réformes que vous avez opérées dans votre département récemment, notamment la sécurisation des actes officiels, des documents officiels. Alors dites-nous un peu à quelle politique cela répond concrètement? Eh bien, il s'agit de la modernisation de notre système judiciaire, qui est donc une action qui est menée en symbiose avec nos partenaires internationaux et financiers. Nous avons donc un certain nombre de dispositions et d'axes d'action. Nous avons commencé par la rénovation de nos infrastructures, par leur adaptation, par leur augmentation. Nous sommes passés ensuite à la formation des hommes, à la remise à niveau, à leur équipement en matériel de travail. Nous sommes en train donc d'axer notre préoccupation sur la resocialisation de ceux qui sont en détention, en créant, en rééquipant les centres de formation dans les maisons d'arrêt. Et enfin, nous pensons que lorsque tout cela est mis en place, il faut que l'action judiciaire soit inscrite dans un esprit de modernisme et de technologie, qui va faire que l'action de l'être humain va être réduite dans
ce qui va paraître comme le résultat de l'action de la justice. Dans ce mécanisme-là intervient l'informatisation et la sécurisation des actes de justice. Encore qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'authenticité d'un certain document a défrayé la chronique entre-temps. Ce document est pris en compte dans nos actes sécurisés. Ah, vous connaissez de quel document je parle? Oui, j'imagine. Vous parlez de quel document? Je pense que vous pourriez me le dire. Dites-nous, monsieur le ministre, et pour finir cette émission, quels sont les actes aujourd'hui qui sont déjà sécurisés? Eh bien, ce sont tous les actes de la procédure judiciaire, du système judiciaire que nous avons visés. Nous avons produit, mis à disposition les certificats de nationalité, les casiers judiciaires, les registres de commerce, les imprimés pour les décisions de justice. Vous pouvez prendre un autre exemple, l'acte dont vous et moi on parlait tout à l'heure. Je ne sais pas de quel acte vous parlez. Mais vous avez vu quand même dans votre pensée. Chers téléspectateurs, je crois qu'il doit savoir quand même, il doit s'agir de certificat de nationalité. Oui. Sur cet acte, oui, il y a toutes les garanties qui font de cet acte-là un acte plus sécurisé que la plupart des billets de banque au monde actuellement. Sur cet acte-là, nous avons misé le maximum parce que la stabilité de nos États, de manière générale, vous savez, recevez mon regard, que dans certains États et au plus haut niveau, des questions de nationalité se posent. Ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur le ministre. En tout cas, c'est tout à votre honneur que ces problèmes-là qui, quand même, viennent gangréner l'évolution normale des choses soient réglés définitivement. C'est tout à votre honneur, monsieur le ministre. C'était un plaisir de vous avoir en face ce matin. Plaisir partagé. J'espère que ce sera encore pour très bientôt. Bien entendu, on reviendra avec tout le plaisir. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.